Bonjour, bienvenue à tous les Wicideurs qui regardent ce Wicid Live. Donc le Wicid Live consacré ce soir à Notox, l'entreprise du Pays Basque et qui est représentée ici par Pierre Pommier, son dirigeant cofondateur. Bonjour à Donc tous. voilà, donc Pierre va présenter rapidement Notox, ses produits, sa mission et ses valeurs. Et puis, après cette présentation qui sera illustrée par quelques photos et quelques animations, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez d'ailleurs déjà les poser par chat. Nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas, mais nous pouvons vous lire. Voilà, et donc, nous sommes en direct de Toulouse où la température extérieure est de 27 degrés et l'hygrométrie assez basse et un temps magnifique. Voilà, donc bienvenue à tous et Pierre, je te laisse présenter Notox et ses très beaux produits. Bonjour à tous. On ne sait pas encore combien vous êtes, mais on espère que vous êtes très nombreux. Donc, je vais un peu vous récapituler ce qu'est Notox. Donc, à la lumière de tout ce qui a pu s'échanger sur le forum de Wicid, j'imagine qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui savent même assez précisément de quoi il s'agit. Mais si des fois il y avait des nouveaux entrants, je vais en profiter pour faire une petite passe sur tout ce qu'on fait. Donc Notox est une entreprise qui a été créée en 2009, en juin 2009 exactement, après à peu près 3 ans de gestation, dont une année en incubateur. Vraiment l'objectif de Notox c'est de pousser des solutions qui soient à la fois innovantes, techniquement performantes, éthiques et écologiques dans le monde des sports de glisse. Donc c'est un triptyque qu'on qualifie nous d'éco, éthico, techno, qui est assez difficile à tenir, mais qui revêt un challenge très intéressant, parce que complètement atypique dans l'industrie de la glisse telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc notre idée est née d'un constat qui était que l'industrie de la glisse était bâtie sur un emblème, la planche de surf, qui si elle n'existait pas, il n'existerait pas de surf, donc il n'y aurait pas d'industrie du surf tout simplement. Et que cet emblème était aujourd'hui un des produits les plus délaissés de son industrie, dans le sens où il était en prise avec des problématiques environnementales, sociales très très importantes. Donc des productions massivement délocalisées en Asie, des conditions de travail qui sont vraiment peu recommandées et peu recommandables, et des produits qui sont de qualité assez variable, qui arrivent sur le marché, mais qui sont fortement représentés grâce à des logiques et des stratégies marketing qui sont portées par les grands groupes et qui sont très importantes. Donc suite à la visite tout simplement d'un atelier de sous-traitance qui était à Bayonne, qui fabriquait des planches pour des donneurs d'ordre, on avait constaté vraiment un artisan qui travaillait dans des conditions qui étaient presque apocalyptiques, et là on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour arriver à restaurer la place de cet emblème dans son industrie. Donc on a tout de suite commencé par s'allouer les services des autorités compétentes en termes de santé et de gestion des déchets, donc en la personne donc au travers des organismes tels que la CRAM, la médecine du travail, et aussi les syndicats mixtes de gestion des déchets que nous avons sur la côte basque. Et donc nous avons mis en place un atelier qui est unique au monde, donc qu'on peut voir, qu'on va peut-être pouvoir voir dans quelques secondes tourner sur l'écran, qui concentre toutes les normes de santé, de sécurité, et aussi tout ce qui permet de gérer l'ergonomie des postes de travail, afin justement que les opérateurs ne risquent pas leur santé à fabriquer les objets qui nous permettent d'aller nous amuser dans les vagues. Donc je ne sais pas si on peut avoir... ouais, on peut peut-être avoir l'image voilà, d'une partie de l'atelier. Donc ce que vous allez voir, c'est en fait un des endroits qui a nécessité le plus de travaux et de conception en amont. Donc là, vous voyez la salle de composite. Donc c'est une salle avec des veines de travail qui sont ventilées, avec des vitesses d'extraction qui sont contrôlées, régulées,
des postes de travail dont la hauteur est réglable électriquement directement à partir du pied. Cet espace contient aussi des étuves qui nous permettent de nous affranchir des conditions climatiques pour avoir des polymérisations composites qui sont vraiment au top de ce qu'on peut en attendre. Des postes de préparation aussi qui éliminent complètement tout ce qui est utilisé classiquement pour le nettoyage des résines, donc à savoir plus d'acétone, sachant qu'un atelier comme le nôtre normalement utiliserait à peu près 1,5 tonne d'acétone chaque année quand même, donc sachant qu'aujourd'hui c'est un produit qui est classé comme étant dangereux et hautement volatile, c'est des avancées qui sont très importantes pour nous. Et aussi tout ce qui permet de gérer les déchets, c'est-à-dire le tri sélectif de tous les matériaux, quels qu'ils soient, de manière à en envisager soit le recyclage quand c'est possible, comme par exemple sur nos planches Green One, tout ce qui concerne le polystyrène et le polystyrène recyclé, et les fibres de lin aussi, ou alors l'élimination par les voies les plus adéquates quand il s'agit de déchets de résine catalysés. Donc cet atelier, nous l'avons mis en service pendant 1 an, donc on va dire de fin 2009 à fin 2010, surtout pour faire de la sous-traitance de planches tout à fait classiques, ce qui a permis à la médecine du travail de faire un audit très précis des conditions de travail sur lesquelles on s'était les objectifs qu'on s'était fixés dans le domaine. Et donc il y a une thèse de médecine du travail qui a été rédigée sur le sujet, qui a vraiment validé les résultats que nous escomptions dessus. Donc à cette époque-là, on a pu faire aussi des campagnes d'évaluation sur les déchets de production, donc savoir exactement combien de déchets génèrent la fabrication d'une planche de surf. Donc là, on a été vraiment effarés, ça a été, si je peux dire, le deuxième coup de pied aux fesses qu'on a eu dans le domaine. Une planche de 3 kg, sa fabrication génère le double de son poids, c'est-à-dire presque 6 kg de déchets industriels dangereux. Donc là, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire, parce que quelque part, c'est quand même de la matière qu'on achète 3 fois pour en mettre les 2 tiers à la poubelle, ce qui est quand même assez peu satisfaisant. Et surtout qu'en plus, ces déchets étant particulièrement dangereux, leur coût d'élimination est extrêmement élevé. Donc il fallait qu'on trouve une technologie qui nous permette de limiter ces déchets de fabrication, et aussi en augmentant la performance des planches, parce qu'on savait que tout ça allait coûter un peu plus cher, et donc si à l'usage l'utilisateur n'avait pas un gain sur le produit, ça allait être un échec commercial. Donc on a sorti une nouvelle technologie qui s'appelle Green One, dont vous avez un démonstrateur juste derrière, donc là une planche que vous avez derrière moi. Donc ce sont des planches qui ont été conçues pour être donc fabriquées sur mesure, à base de polystyrène recyclé, de fibres de lin, de résine époxy biosourcée, et aussi des planches qui sont fabriquées dans un contexte beaucoup plus industriel, avec des techniques de production assez proches de celles qu'on utilise en aéronautique, c'est-à-dire construction sous vide, ce qui nous permet d'avoir des composites très légers, avec très peu de déchets. Donc sur ces planches-là, on a uniquement 1 kg de déchets dangereux, là où avant on en avait 6. Et donc d'obtenir des produits qui sont extrêmement plus performants que les planches tout à fait traditionnelles, alors que pourtant on a réussi à respecter donc des prérequis éthiques et écologiques qui aujourd'hui dans le monde des composites ne vont pas forcément toujours de pair avec la performance, mais on a réussi un peu ce tour de force, quoi. Donc là les planches sont commercialisées maintenant depuis 2 ans. Donc on a acquis beaucoup de points de vente sur la côte atlantique, donc principalement en France, mais on a aussi réalisé des touches à l'étranger, en Allemagne, au Royaume-Uni et aussi au Japon, qui a été une de nos destinations phares de la fin de l'année dernière. Voilà, donc ça c'est un peu on va dire, Notox aujourd'hui. Donc je répondrai sûrement à d'autres phases de notre développement un peu plus tard au travers de vos questions. Et donc aujourd'hui on commence à rentrer dans une logique forcément où on envisage l'avenir, ce qui est un peu l'objet de notre présence sur la plateforme WICID.
Et donc notre avenir, nous l'envisageons au travers de la diffusion d'ateliers qui ont aussi un caractère extrêmement innovant, donc des nouveaux ateliers qu'on appelle les modulabs, dont on va voir quelques images dans quelques secondes. Donc l'idée est de se dire qu'aujourd'hui, avoir des outils industriels qui soient monolithiques et installés définitivement à des endroits, donc sur des côtes près de spots, est peut-être quelque chose qui n'est pas très satisfaisant. Donc nous avons réfléchi en fait à une segmentation de l'atelier tel que nous l'avons conçu aujourd'hui en petits modules de travail. Donc là normalement vous voyez l'illustration sur vos écrans. On n'a pas encore pu se payer les services d'un cabinet d'architectes, alors on a fait ça avec un fantastique logiciel qui est fourni par Lego, qui marche très bien. Donc là, vous voyez l'illustration d'un module de travail qui pourrait être soit un module de chep ou un module de ponçage, avec donc, tout ce qui est nécessaire à la gestion de la sécurité de l'opérateur. Donc des murs d'extraction de poussière fine, des aspirateurs connectés aux outils, des contenants pour le tri sélectif, et aussi donc tout ce qui est nécessaire à la gestion en autonomie de l'énergie consommée par ce bloc de travail. Donc en agglomérant les blocs entre eux, on arrive à pouvoir construire des petites usines. Donc ça c'est l'image suivante. Voilà, qui du coup ont la même caractéristique, autonomie d'énergie complètement intégrée sur les aspects santé, sécurité, et surtout qui ont la possibilité, qu'ont pas les autres usines, c'est celle de pouvoir être extensible à volonté, donc soit horizontalement, soit verticalement en fonction des contraintes de terrain, et donc de s'intégrer beaucoup plus harmonieusement dans l'environnement que ne pourrait l'être un atelier de fabrication de planches tout à fait standard tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc l'idée est qu'à horizon 2015-2016, on puisse avoir un atelier pilote qui soit implanté en France ou en Europe, pour ensuite les diffuser dans le monde en créant des partenariats avec les shapers qui ont historiquement mis en place l'activité donc aux endroits où ils se trouvent, afin qu'ils puissent bénéficier de conditions de travail beaucoup plus appropriées que celles qu'ils ont aujourd'hui, bénéficier de notre label de production, donc le label Notox, et aussi par la suite de pouvoir bénéficier des avancées techniques en termes de composite vert, pour pouvoir aller un peu plus loin que la production de planches en matériaux standards. Donc cette expansion à l'international est en fait notre vision, c'est-à-dire une vision locale on va dire une vision localisée de l'expansion à l'international. Donc l'idée est ensuite d'animer ces ateliers sous la forme, on va dire, de franchises de production, qui seront alimentés donc régulièrement par de nouvelles technos, de nouveaux matériaux, et aussi des formations pour les opérateurs. Voilà. Ça va y avoir pas mal de questions. Ok. Bon, merci Pierre pour cette entrée en matière. Donc les questions commencent à arriver sur le chat. Donc moi j'avais lancé la première en disant finalement que vend Notox? Des planches, un environnement. Et finalement Mickaël nous dit qui sont les clients, peut-on en savoir plus sur l'activité commerciale? Donc aujourd'hui, tout ça est graduel, donc vous l'avez compris. Donc aujourd'hui, les clients sont avant tout les surfeurs, donc ceux qui font déjà partie, on va dire, de la communauté Notox, c'est-à-dire qui sentent une affinité avec notre philosophie d'entrepreneur, et tous les autres surfeurs qu'on n'a pas encore conquis, mais qui vont pas tarder, à l'être. Donc on vend principalement à des particuliers. On vend aussi donc au travers d'un réseau de magasins tel que je l'expliquais tout à l'heure. Donc beaucoup de magasins techniques, c'est-à-dire qui ont la possibilité et l'envie de s'investir vraiment dans la compréhension technique du matériel et qui ont vocation à accompagner leurs clients sur le choix du matériel. Et ensuite, on a comme client, on peut aussi avoir comme client, on va dire, des professionnels ou des grands donneurs d'ordre qui sont à la recherche de fabrication de produits éthiques. Donc ça a été le cas par exemple de Lacoste
il y a 1 an et demi, qui nous avait commandé des planches dans le cadre de son lab design qui avait été qui avait fait ressortir les produits planches de surf Lacoste. Donc on avait produit 100 planches de surf pour Lacoste, et c'est vrai que Lacoste étant à cette époque dans une logique de RSE, il aurait été vital de trouver un fabricant qui respecte tous ces critères-là, et visiblement on était les seuls à pouvoir regrouper ces prérequis. Et ensuite, donc à l'avenir, nos clients seront effectivement des shippers ou des producteurs qui souhaiteront se doter d'outils de production performants, alternatifs et innovants. Oui, alors j'embraye sur la question de Patrick qui dit: combien de modulables pensez-vous pouvoir vendre? Ne vous faites pas votre propre concurrence en vendant votre expertise. Alors aujourd'hui, c'est compliqué de savoir combien on peut vendre de modulables, parce que c'est un business qui n'existe pas, donc on n'a pas de statistiques dans le domaine. On a déjà reçu des demandes allant dans ce sens, donc de regroupement de shippers au Portugal, de gens qui seraient intéressés par le concept en Australie, mais aussi de marques qui sont aujourd'hui implantées en France, qui envisageraient éventuellement de se doter d'outils de production de qui est cette particularité. Donc on sent qu'il y a une demande qui est naissante suite à l'exposition du concept. Ensuite, se tirer une balle dans le pied en diffusant les modèles, pas forcément. Donc on en serait d'autant plus fier que quelque part ce serait quand même doter les artisans qui nous équipent aujourd'hui de meilleures conditions de travail. Donc aller dans le sens de la diffusion de la meilleure santé et de la meilleure sécurité des gens, je pense que c'est déjà quelque chose d'intéressant en soi. Et ensuite, de toute façon, nous restons quand même des leaders dans les innovations dans ce domaine-là. Et tous ces modulables ont vocation à évoluer et à garder leur label. Donc nous, notre business se fera aussi sur l'animation de ces modulables ensuite dans le temps, quoi. Ok, alors merci à Martin qui écrit: très pro cet outil de production, merci pour le partage. Une question de Laurent qui demande quel est le gain de performance précisément et quels sont les avis des premiers utilisateurs. Qu'est-ce qui différencie les planches Notox des autres, mis à part l'approche environnementale? Alors, c'est clair que le côté performance est quelque chose qu'on a travaillé d'emblée, parce qu'effectivement, nos planches sont quand même sur le créneau supérieur en termes de prix, donc devaient aussi l'être sur la thématique de la performance. Donc là, on a beaucoup travaillé sur des tissus très spécifiques de fibres de lin, plus les constructions dont j'avais parlé, donc construction sous vide. Donc grosso modo, on a des planches qui sont plus légères, donc on va dire qu'à volume identique, une planche classique pèserait 3 kg, une planche fabriquée avec nos technos en pèserait environ 2,5 kg, donc 500 grammes de gagné. Donc ça fait des planches qui flottent beaucoup mieux, donc un confort à la rame qui se fait sentir très rapidement. Ça permet aussi de diminuer un peu les cotes des planches, ça veut dire qu'à flottabilité identique, on arrive à avoir une planche un peu plus petite, donc beaucoup plus manœuvrante, et qui permet donc d'évoluer plus rapidement sur les vagues. Et ensuite, deux autres aspects. Les fibres que nous utilisons, donc avec un tissage bien particulier qui s'appelle unidirectionnel, permettent en fait une tension quasi immédiate de la carène lors des prises d'appui, ce qui fait que ces planches génèrent de la vitesse très très rapidement, ce qui fait qu'on a des planches qui sont extrêmement vives et extrêmement réactives. Et là où c'est intéressant par rapport à des planches classiques EPS époxy que les gens peuvent connaître, c'est que les fibres naturelles permettent d'absorber les vibrations liées justement à ces prises de vitesse. Donc en fait, on a des planches qui sont extrêmement vives, mais dont le ressenti sous les pieds est très doux, parce que justement, on n'a pas toutes les trépidations qui nous remontent dans les articulations comme on peut avoir sur une planche traditionnelle, quoi. Ok, le prévisionnel de vente de planches à horizon 2015 par Notox? Alors l'objectif à horizon 2015 est d'arriver à pénétrer le marché européen à hauteur de 10%, c'est-à-dire une production qui serait toujours faite en anglettes jusqu'à cette date-là, d'environ 1600 planches. Voilà, donc ça c'est un premier objectif qui nous permettrait de devenir un acteur sérieux au niveau européen.
Et c'est justement suite à ce cap-là, donc des 1600 planches, que le déploiement du premier Modulab verra le jour pour une année de production pilote, afin de valider le principe de fonctionnement et aussi le business model sur une année, pour ensuite envisager donc le déploiement de Modulab à l'étranger. Ok, bon, j'embraye sur la partie souscription, parce que vous savez que Notox est en phase de souscription sur la plateforme de WeSeed. Donc aujourd'hui, sur 150 000 € recherchés réservés à WeSeed, 30% ont été atteints, ce qui est intéressant. On doit sans doute pouvoir faire mieux, hein, c'est ce qu'on attend. On attend de vous, investisseurs potentiels. Donc n'hésitez pas à retourner sur le site de WeSeed, aller voir les informations, hein, le business plan ou l'executive summary qui présente aussi la stratégie, qui présente l'équipe, qui présente plus en détail le produit. Tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, on préparait ce live, tu me disais qu'il y avait une possibilité de travailler sous un format open source aussi pour le Modulab. Mais bon, ça peut-être plus tard ou à terme, mais qui est intéressant de mentionner. Oui, alors ça, c'est un peu les restes de mon passé d'informaticien militant qui m'a fait pratiquer l'open source pendant très longtemps. Effectivement, c'est un concept dont on est assez proche philosophiquement. Donc peut-être que l'idée à terme sera effectivement de pousser les caractéristiques du lab en open source de manière à ce que les bonnes pratiques puissent être diffusées le plus largement possible. Ce qui permettra aussi d'augmenter les fonctionnalités du lab de manière collaborative avec toutes bonnes idées intelligentes qui pourront venir se greffer sur le sujet initial. Et par contre que Notox continue à pouvoir détenir la capacité, on va dire, de validation et de labellisation des outils de travail réalisés suivant ce mode opératoire. Donc ça, c'est clair, ce sont des choses qui sont tellement nouvelles dans le monde, dans le monde réel, parce que à peu près tout le monde les connaît bien maintenant dans le monde logiciel, qui reste un monde virtuel, immatériel. Dans le monde matériel, ce sont des choses qui sont très très peu développées, mais auxquelles on croit beaucoup, et on pense qu'effectivement, ça peut être des facteurs de développement d'écologie industrielle très porteurs à l'avenir. Oui, donc vers un label Notox. Alors des questions intéressantes. Quel est le prix moyen envisagé de la planche Notox? Alors aujourd'hui on a un prix de base sur des petites planches qui démarrent à 790 €. Voilà, donc ce qui nous situe par rapport à la concurrence, bon, je sais pas trop si je peux citer les noms, mais bon, grosso modo toutes les planches type Firewire, Almeric, Epoxy, donc qui sont considérées comme des planches performantes, donc on est sur les mêmes niveaux de prix, quelques dizaines d'euros près. Mais cette année, surtout, on a travaillé sur l'extension des gammes et aussi des pratiques. Donc aujourd'hui, on produit des planches de kitesurf. Donc la planche que vous voyez derrière moi, c'est effectivement une planche de kitesurf. On travaille aussi sur les planches de stand-up paddle depuis maintenant une bonne année. Bon. Voilà. Voilà. Donc là, c'est des complexes fibres de lin liège. Dessous, c'est uniquement de la fibre de lin, voilà, qu'on voit ici. Et donc ça, c'est un peu le prix. Voilà. Donc ça, c'est un peu le prix des planches. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des gammes qui seraient un peu plus accessibles pour les pratiquants. Voilà. Et peut-être aussi travailler sur des prototypes de planches pour le monde du windsurf. Alors, des questions un peu dans le désordre. Avez-vous réfléchi à d'autres sports? C'est Philippe qui pose cette question. D'autres sports cousins, entre guillemets. C'est-à-dire que l'atelier Modulab peut-il fabriquer d'éventuels produits d'autres sports? Alors aujourd'hui, on est vraiment très focalisé sur la partie technique sport de glisse. Donc effectivement, on a commencé par le surf parce que c'était, ce que je disais tout à l'heure, ça nous semblait être une activité emblématique et un problème sérieux, très intéressant à résoudre.
Effectivement, aujourd'hui, on regarde aussi du côté, par exemple, du skateboard. Donc là, on est plus dans des logiques de vraiment d'économie et d'efficacité de production. On travaille à essayer de voir comment on pourrait produire des plateaux de skateboard à partir de nos propres déchets de production de planches Green One. Donc on avance assez bien sur le sujet. On va sûrement assez rapidement lancer des projets collaboratifs concernant des combis de nouvelle génération qui soient à la fois biosourcés et complètement recyclables. Donc là, ça c'est des sujets qui vont pas donner lieu à des produits commercialisés très très rapidement, mais donc des sujets sur lesquels on porte une attention particulière parce que c'est des secteurs qui sont extrêmement intéressants en termes de business dans le monde des sports de glisse. Après, sur le secteur neige, là on n'est peut-être pas très très à l'aise parce que c'est pas notre domaine initial de pratique. Il y a déjà des gens qui œuvrent dans le domaine et qui font des produits éco-conçus très performants. Donc peut-être plus des partenariats avec ces personnes-là que de rechercher à les concurrencer à tout prix. Ok, alors j'embraye sur une question de Vincent qui dit qu'il aperçoit derrière nous une planche qui semble être un kitesurf du shaper Stretch. Vous songez à vous développer sur ce gros marché? Stretch, c'est un des meilleurs shapers. Quel rapport avec vous? Alors Stretch, très clairement, est venu dans nos ateliers donc, suite à la démarche d'un de mes associés, Benoît Ramex, donc, qui est notre home shaper, qui est aussi donc cofondateur de Notox. Donc Benoît, lui, avait bien compris la potentialité du lab. Donc le lab, c'est notre outil de production aujourd'hui, donc non modulaire, donc il s'appelle pas Modulab celui-là. À pouvoir justement apporter un label de production écologique et éthique et aussi apporter des technologies de fabrication qui peuvent intéresser les autres professionnels. Et c'est vraiment suite à ces pourparlers que Stretch s'est déplacé en Europe et nous a concédé la fabrication de ces planches pour la France et pour l'Europe, que ce soit planches de surf ou planches de kite. Donc aujourd'hui, les partenariats Shaper sont vraiment des choses qu'on essaie d'entretenir le plus étroitement possible, parce que eux sont garants des formes et donc du savoir-faire qui leur permet de faire des planches qui marchent bien. Et nous, on est garant de la performance et de l'éthique qu'il y a derrière le produit. Donc en fait, on essaie vraiment de mixer les deux pour faire qu'en fait, on produise les meilleures planches du monde, quoi. Martin parle des recrutements. Alors, sont-ils prévus suite à l'augmentation de capital afin d'étoffer l'équipe, et équipe dont il voudrait que tu en dises un peu plus? Ok, donc aujourd'hui la constitution de l'équipe, donc nous avons Benoît Ramex, donc qui est notre home shaper, donc qui shape sous la marque Colors, donc cofondateur de l'entreprise. Donc nous avons Dominique Villeneuve qui est responsable de la partie commerciale de l'entreprise, aussi cofondateur. Et ensuite, nous avons deux employés en production, donc deux techniciens de production, en la personne de Laurent et Olivier, voilà, qui sont rentrés dans l'entreprise graduellement. Donc Laurent en premier, il y a 2 ans maintenant. Il avait un atelier de fabrication on va dire classique de planches de surf et son métier commençait à devenir pénible et donc ça a été une occasion pour lui qui avait déjà accompagné notre projet quand il était très balbutiant, donc qu'il avait vu naître. Donc on lui a tout naturellement ouvert les portes de l'équipe et aujourd'hui donc on se nourrit de sa compétence parce qu'il avait quand même 20 ans d'expérience dans le domaine. Ensuite, donc suite à la levée de fonds, effectivement, donc nous allons d'abord axer les recrutements sur la partie commerciale. Aujourd'hui, c'est encore un des points qu'il faut qu'on travaille particulièrement. Donc, on a dépensé énormément d'énergie sur la partie technique et surtout le fondement de la marque. Aujourd'hui, on doit se fendre d'une conversion commerciale vraiment très importante pour pouvoir atteindre cet objectif de 1600 planches par an. Donc d'abord emploi de commerciaux et après on a vraiment un schéma de recrutement au niveau production qui est on va dire quasi proportionnel au nombre de ventes. Qu'en êtes-vous concernant vos objectifs de vente sur l'exercice 2013? Question posée par Benjamin.
Alors sur 2013, donc on a un objectif final de vente qui est à 400 000 euros. Aujourd'hui, on a réalisé, si mes souvenirs sont bons, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il nous reste à peu près 250 000 euros à faire. Donc effectivement, cette année, on a pris un peu de retard. Malheureusement, on a été extrêmement pénalisé par un départ de saison qui a été extrêmement tardif. Donc pour être un peu trivial, il a fait un temps dégueulasse au Pays Basque jusqu'à début juillet. Après, au mois de juillet, on a écopé de nombreuses alertes de pollution, donc ça n'a pas facilité le commerce. Néanmoins, ça nous a permis de travailler justement sur les nouveaux produits qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire kitesurf notamment qui démarre assez fort avec même des connexions avec le nord de l'Europe qui sont très très intéressantes. Et en plus, ce sont des produits à plus forte valeur ajoutée pour nous. Donc on maintient toujours l'objectif des 400 000 euros fin d'année, ce qui devrait permettre justement avec la marge grandissante qu'on peut avoir sur les nouveaux produits d'être tout à fait atteignable. Patrick demande ce que signifie l'atteinte de l'objectif de vente de 1600 planches en termes de capacité de production. En bref, devrez-vous lever encore des fonds? Alors, donc l'objectif de 1600 planches est quelque chose qu'on va pouvoir atteindre sur notre outil de production actuel. Donc on a un plan qui nous permet la transition entre l'exploitation de l'outil de production actuel plus l'exploitation du modulab qu'on compte organiser donc avec la possibilité de ménager un deuxième 8 productif donc sur l'atelier aujourd'hui, donc ce qui nous permettrait de couvrir ce volume-là. Sinon sur la signification du 1600 planches correspond, ce que je disais précédemment, à 10% du marché européen. Sachant qu'on est sur un créneau qui est un peu particulier et sur du matériel très technique, pénétrer le marché européen de manière globale sur 10% du volume est quelque chose de significatif quand on est sur ce domaine. Okay. Question technique de Pascal, avez-vous des partenaires quant aux recherches sur les composites? Oui, alors sur les composites, en fait, on a plusieurs partenaires. Donc, on a un partenaire local en la personne de Composite Adour. Donc, c'est une plateforme départementale et régionale qui met à disposition des moyens et des technologies composites donc au Pays Basque. Ensuite, on travaille aussi avec la plateforme Canoë, qui est une plateforme régionale qui est située à Bordeaux. Qui est en étroite relation avec le pôle chimie d'Arkema à côté de Pau. Donc on a des projets d'utilisation de fibres de lin et de résine de nouvelle génération donc avec Canoë. Et je n'oublie pas bien sûr un partenariat historique qu'on a avec une spin-off du CNRS de Grenoble qui s'appelle BT Cube, qui aujourd'hui est détentrice de technologies qui nous permettent d'envisager de faire des composites 100% d'origine cellulosique, c'est-à-dire plus des composites de matières différentes comme c'est aujourd'hui, mais donc d'avoir un composite composé d'une seule matière, mais avec des structures différentes qui permettront notamment d'avoir des produits 100% recyclables au travers de circuits qui seraient assez proches des déchetteries carton. Donc, et en plus d'avoir des produits qui seraient extrêmement performants parce que ces technos-là, qui, je pense, pourraient voir le jour d'ici 3 ans, apporteraient vraiment des choses qui seraient complètement inédites dans le monde du composite. Ok, toujours plus de questions. Laurent pose des questions quant à l'innovation, où elle se trouve dans le modulab. Est-ce qu'il n'est pas facile de copier ce système? On parle bien du modulab, pas sur les planches. Quelle est votre protection intellectuelle? Quels sont vos concurrents potentiels? Comment vont-ils réagir? Alors justement, on en parlait cet après-midi, la propriété intellectuelle sur le modulab. Aujourd'hui, on a acquis un savoir-faire qui est assez important au niveau de l'atelier qu'on a mis en place. Donc le modulab est une version segmentée de cet atelier. Donc aujourd'hui, on garde une avance sur le savoir-faire acquis qui va nous permettre d'avancer assez rapidement sur la constitution et la conception du modulab.
Ensuite, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'open source est aussi une manière de pouvoir gérer la propriété intellectuelle du concept et de faire en sorte que les concurrents potentiels ne soient plus des concurrents mais deviennent des partenaires du développement de ce type d'outils. Ce qui, à mon avis, a du sens parce que de toute façon, ce qu'il y a derrière, c'est quand même toujours la diffusion d'une meilleure éthique de travail. Et aujourd'hui, j'imagine mal des entreprises ou des concurrents potentiels vouloir se couper de ce genre de choses à l'avenir, quoi. Alors ça répond en partie aux prochaines questions qui parlent de concurrence, hein, que ce soit Mickaël ou Nicolas. Nicolas qui dit si demain une société comme BIC, très engagée dans le développement durable, se lance sur ce marché, avez-vous une chance de survivre? Alors Vincent lui répond, BIC considère qu'ils sont déjà au top et estime à tort d'évidence qu'on ne peut pas mieux faire que leur ABS. Alors j'ai pas vraiment d'avis concernant la concurrence de BIC. Aujourd'hui, BIC est le plus gros acteur français, enfin même un très gros acteur mondial. Aujourd'hui, ils ont quand même une politique de positionnement de produits qui se situe plutôt entre le surfeur débutant jusqu'au surfeur intermédiaire. Nous, on a plutôt préféré prendre une logique de positionnement premium, donc typé expert et typé performance, ce qui a fait la notoriété de Notox, qui, je le rappelle, est toujours quand même un microbe dans le monde des sports de glisse. On est quand même qu'une toute petite entreprise de 5 personnes. Donc néanmoins qui a réussi à se faire connaître au travers de ses produits, et on compte plutôt rayonner à partir de nos produits premium en essayant éventuellement d'ouvrir les gammes vers des choses plus accessibles, ce qui me semble peut-être être un peu difficile pour BIC connaissant son positionnement aujourd'hui. Ok, donc une petite pause dans les questions, ce qui me permet de synthétiser un peu sur le modèle économique, parce que là on est en phase d'investisseurs potentiels, donc de leur redire qu'effectivement il y a un chiffre d'affaires lié au ventre de planche, clairement, un chiffre d'affaires potentiel à horizon 2016 de vente de modulables, et puis un chiffre d'affaires de prestation de services sur un éventuel label, un tampon Notox sur des installations qui seraient installées en open source, mais validées quand même par Notox. Donc, encore une question. Donc, Philippe, comment va évoluer la technologie des planches de surf d'ici 5 ans? Alors, donc aujourd'hui, si la question concerne nos planches, je vais pouvoir y répondre. Si la question concerne les planches des concurrents, aujourd'hui, si on observe l'évolution des technologies dans les planches, en fait, on a eu, on va dire, une grosse avancée technique qui a été celle qu'a pu faire l'usine Cobra, notamment en produisant les produits de chez Surftech, qui était une émanation des constructions des flotteurs de windsurf. Donc aujourd'hui, en gros, on a des technologies de planches qui sont standards, polyuréthane, fibre de verre, résine polyester, qui restent encore les modèles les plus répandus parce que les moins coûteux à produire, et donc les modèles qui sont à partir desquels on peut générer le plus de marge en marketant beaucoup le produit. Donc ensuite on a les planches fabriquées en sandwich, donc EPS époxy, fibre de verre avec une couche d'Erex. Donc ça, c'est des planches déjà qui sont un peu plus haut de gamme, qui ont souvent des problématiques de confort, mais par contre qui ont une durabilité dans le temps qui est assez intéressante. Maintenant, on voit que des marques commencent à essayer d'introduire progressivement des matériaux un peu plus responsables, donc notamment Firewire qui intègre des rails en balsa sur ses planches. On voit aussi qu'aux États-Unis commence à s'organiser un projet qui s'appelle EcoBoard, qui regroupe des shapers pour une meilleure pratique. Néanmoins, quand ces projets-là, qui restent encore quand même des projets marketing, sont passés au crible de blogs ou de reporters qui sont un peu spécialisés dans le domaine, donc ça je vous incite à regarder le forum, il y a quelques liens sur un blog qui s'appelle Green Room Voice qui compare notre action à celle d'EcoBoard Project. Et effectivement, vous verrez que les prérequis pour accéder à ce label sont vraiment très très en dessous de la barre qu'on s'est fixée, ce qui nous conforte sur le fait qu'on a encore de l'avance. Et aujourd'hui, je connais
peu, voire pas d'entreprises de fabrication de planches qui soient investies justement dans des logiques de R&D aussi importantes dans le monde des composites que nous aujourd'hui. Alors, deux questions très intéressantes parce qu'un peu opposées. Donc, le grand écart. Benoît nous demande si tu as fait tester les planches de Notox à des surfeurs du top 44, ce qui faciliterait la notoriété de Notox. Et Laurent dit, n'est-il pas envisageable d'avoir un produit phare pour le surfeur débutant qui, à défaut de bien surfer, peut avoir une conscience environnementale? Alors je réponds d'abord à la dernière question. Donc effectivement, ça va être l'objet des futures gammes qu'on va sortir, donc avec les planches un peu plus accessibles, qui seront quand même des planches performantes, mais qui auront d'abord vocation à pouvoir intéresser les surfeurs intermédiaires. Donc effectivement, on sait qu'aujourd'hui, avec le positionnement très typé expert qu'on a eu au début, il y a des surfeurs débutants qui avaient une conscience écologique assez importante, qui se sont retrouvés un peu frustrés parce qu'ils avaient des produits qui n'étaient pas très adaptés à leur pratique. Donc effectivement, on va rétablir le tir en proposant cet élargissement de gamme. Et pour répondre à la première question, concernant l'utilisation de nos planches dans les surfeurs du top 44, donc c'est quelque chose qui est ouvert aujourd'hui. On a réussi à faire essayer des planches à des personnes qui sont progressivement de plus en plus proches justement de ces tours internationaux. Aujourd'hui, avoir une planche Notox sur un circuit international est vraiment extrêmement compliqué, parce que la plupart des surfeurs professionnels sont sous contrat avec les grosses marques, et aujourd'hui Notox n'a absolument pas les moyens financiers de pouvoir accompagner ni financièrement ni matériellement ces champions-là, quoi. Mais on ne désespère pas qu'à l'avenir soit quelque chose qui soit faisable et qu'on retrouve des planches vertes sur les podiums, ce qui néanmoins est déjà le cas aujourd'hui quand même dans l'antichambre de ces compétitions-là. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, on a une fille qu'on sponsorise, Uaina Jolie, qui a fait première au Grom Search qui est organisé par Rip Curl, donc au Grom Search à Vieux-Boucau. Voilà, donc on avait enfin des éco-technologies présentes sur la première marche du podium. Alors pour rester dans cet aspect-là, Nicolas dit que finalement la cible du surfeur débutant et intermédiaire correspond au plus gros volume. Sur les plages de l'été, on voit au moins 70% des planches BIC. Pensez-vous attaquer ce marché? Rester sur des planches plutôt premium n'est pas un frein à la croissance pour des surfeurs qui recherchent davantage, pas performance, mais davantage de performance et non pas l'approche développement durable. Bon, on a en partie répondu à ça. Une question, oui, alors de Benjamin, à quand une offre pour les investisseurs WICID pour que nous puissions tester? Alors, pour les investisseurs WICID qui sont attentifs aux textes qui sont communiqués dans les communiqués de presse, vous verrez que effectivement, on a voulu un peu, à la manière de ce qui se pratique sur les plateformes américaines, à la Kickstarter, on va dire, essayer de doter nos financeurs pour ne pas en faire de simples financeurs en possession d'un bout de papier, mais plus des ambassadeurs de la marque. Donc aujourd'hui, vous verrez qu'on propose en fait un accès à moins 20% à nos produits, de manière à ce que vous puissiez acquérir et représenter dignement la marque, pour faire en sorte qu'on explose très rapidement, ce qui est sûrement ce que vous attendez tout autant que nous. Ok, Philippe pose la question suivante: comment professionnaliser le métier de surfeur? Pourriez-vous l'accompagner, cette professionnalisation? Du métier de surfeur directement? Alors, les surfeurs sont quand même considérés comme des sportifs. Alors c'est vrai qu'ils sont peut-être pas aussi encadrés aujourd'hui que des athlètes qu'on peut trouver autour des différentes pistes ou piscines, mais bon, voilà, ils ont quand même un cadre d'entraînement qui est donné par la fédération. Bon, il y a beaucoup de coachs privés, ça c'est un fait. Bon, nous on est plutôt centré sur le matériel qui doit les équiper. Donc en ce sens, on fait quand même des actions avec la fédération pour essayer de faire en sorte que quand ils sont en formation, ils puissent avoir accès à des matériels de type différents,
pour qu'ils puissent vraiment se faire une idée des différences de performance et savoir quel est le meilleur matériel à utiliser en compétition. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont quand même des logiques aujourd'hui qui interfèrent un peu avec ce qui est négocié au niveau des contrats avec les majors quand ils sont propulsés dans les tours internationaux. Donc c'est des questions sur lesquelles on travaille au niveau pédagogique avec la Fédé et avec les écoles de surf. Voilà, on travaille la base. Ok, bon, ça fait 47 minutes qu'on discute, c'est intéressant. Alors Benjamin écrit en majuscule extra, donc je ne sais pas s'il parle de l'investissement, des planches, de la stratégie ou de la remise de 20%, mais en tout cas, voilà, ça a l'air de plaire à Benjamin. Donc, merci Benjamin. Le carnet de commandes est ouvert sur Notox. Les autocollants seront gratuits. Voilà, autocollants gratuits, vous voyez, on est aussi des t-shirts pour représenter la marque. Et effectivement, ce qui est important, ce qu'a dit Pierre, c'est que les investisseurs sont pas que des investisseurs en attente d'une rentabilité à 2 chiffres, c'est aussi, vous êtes aussi des ambassadeurs. C'est ce qu'on attend de vous, c'est ce que la société dans laquelle vous allez investir attend de vous, c'est d'être ambassadeur, de porter la marque, de la défendre, de la vendre éventuellement. Et là, peut-être il y a des contrats d'apporteurs d'affaires qui peuvent être signés, mais en tout cas, voilà, c'est aussi la finance participative avec une notion de participation autre que purement un chèque ou un virement au début et d'attendre 3-4 ans quand vous fasse x2, x3, x10, peut-être x0 si ça se passe mal. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver aussi, ça fait partie du risque. Voilà. Alors, je crois qu'il y a encore une question. Oui. Alors, Benjamin précise qu'il est très satisfait de l'ensemble des 3 points que j'ai évoqué. Donc Pascal, pourquoi ne pas faire tester la planche par des VIP surfeurs comme Lisa Razou, par exemple, au lieu de s'orienter vers les sportifs professionnels? Christian Audigier l'a fait pour vendre ses t-shirts. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que les professionnels qui sont sous contrat des grosses marques, et effectivement Lisa Razou en fait partie, il est sous contrat de Quicksilver. Donc c'est pas forcément très simple de pouvoir glisser des produits à ces personnes-là. Pour illustrer un peu ce jusqu'où on a essayé d'aller, on a essayé de faire essayer les planches ou de doter de planches les musiciens de Metallica qui sont régulièrement de passage à l'hôtel du Palais à Biarritz et qui sont quasiment tous surfeurs, jusqu'à ce qu'on se frotte au fait qu'en fait ils étaient déjà sous contrat avec Billabong, ce qui est quand même, ce qui montre quand même à quel point toutes les marques sont à l'affût d'images, et ce qui rend le truc un peu compliqué pour nous. Donc en fait on a vraiment essayé, on a décidé de mettre un peu en suspens ces pistes-là, ce côté VIP, et vraiment de travailler la base de notre communauté, parce qu'on sait que la grosse force qu'on peut avoir, c'est celle de nos clients actuels qui adhèrent à la fois au produit et à la philosophie. Donc on voit aujourd'hui la percée qu'on fait dans le kitesurf est portée par quelques-uns des premiers clients qu'on a eu, qui sont vraiment des férus de matériel et qui ont une capacité à mobiliser les forums qui est assez importante. Et donc on compte vraiment continuer à travailler avant tout avec nos propres clients et nos futurs clients, parce qu'on sait que aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus tangible qu'aller rechercher l'image d'un champion ou d'une star, quoi. Ok, alors Laurent parle de répartition, enfin de partie du capital que représenteront les 150 000 euros si on arrive à lever 150 000 euros. Donc je ne peux pas répondre à cette question pour des raisons réglementaires. En fait, on accède là à l'offre, et cette offre est réservée aux 149 premiers qui la consultent. Donc il suffit de vous inscrire donc, sur la plateforme de WeSeed, de cliquer sur Notox, j'investis, et là vous aurez en partie, vous aurez cette partie de réponse. Alors, quelle sera la politique d'utilisation de vos bénéfices, demande Laurent, répartition, investissement R&D ou autre, rétribution des associés, des salariés? Alors, avant que Pierre réponde, je dirais que dans la phase où Notox, et comme les autres startups qu'on finance via WeSeed, s'il y a des résultats positifs dans les 2-3 premières années, c'est excessivement rare qu'ils soient redistribués sous forme de dividendes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ces bénéfices, s'ils existent, encore une fois, sont souvent réinvestis dans l'outil de production, dans la R&D, pour préparer aussi le recrutement d'autres personnes. Donc en fait, ce qu'il faut attendre, c'est plutôt pour les investisseurs via WeSeed, c'est plutôt une plus-value, donc à un horizon qui reste entre, je dirais, 2 ans à 7 ans. C'est un peu vague, mais pour vous donner un ordre d'idée, chez WeSeed, on a fait une sortie positive au bout de 18 mois avec un coefficient 2, c'est-à-dire que les investisseurs ont eu un rendement de 45% par an sur 18 mois, mais que la pratique, c'est plutôt 3 à 5 ans, jusqu'à ce qu'un acteur de second tour effectivement arrive et soit rachète la participation, soit que les dirigeants rachètent nos parts. Mais je laisse à Pierre le soin de conclure là-dessus, de savoir s'il a des bénéfices rapidement, qu'est-ce qu'il va en faire. Oui, donc ça c'est, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. Donc c'est une question qui est un peu complexe. Donc effectivement, il y aura quand même une part des bénéfices qui seront réinvestis dans les développements de l'entreprise. Néanmoins, ce qu'on voit assez bien se profiler dans le business plan, et donc ceux qui se sont inscrits peuvent avoir accès au business plan et voir quelques chiffres. Vous verrez qu'effectivement, à partir du moment où on commence à rentrer dans la logique de déploiement des modulables et que Notox devient un acteur, un animateur et labellisateur des outils de production, dans ce cas, on a effectivement des marges assez importantes qui sont générées avec des coûts de fonctionnement qui arrêtent d'être croissants, ou du moins qui ne sont pas aussi croissants que quand on assume la production soi-même. Donc je pense qu'à cet horizon-là, effectivement, des bénéfices seront dégagés, et auquel cas ils seront en tout ou partie redistribués aux actionnaires de Notox. Alors, Laurent a dit Montebourg a porté une marinière, ne surfe-t-il pas, ou peut-être du flot? Tout ça pour afficher mon accord sur l'importance de la représentation de la marque. Oui, clairement, c'est intéressant d'avoir aussi des personnalités qui peuvent porter la marque. Et Dominique pose la question, ces gens-là, entre parenthèses nos politiques, sont-ils sensibles à votre approche globale ultra innovante? Alors avant que Pierre ne réponde, moi je dirais ils sont sensibles à quoi, nos politiques? Ils sont sensibles à la communication dont ils peuvent bénéficier. Donc si ça les intéresse, ils vont s'emparer du sujet. Si ça peut leur servir, ils vont effectivement s'emparer du sujet. Ceci dit, bon, peut-être effectivement choisir un homme ou une femme politique. Alors bon, il faut faire attention parce que ça peut être contre-productif aussi. Alors en fait, la question n'est pas si à côté de la plaque que ça, parce qu'il y a un mois maintenant, on a été reçu directement au ministère du redressement productif dans les locaux de Bercy à Paris. Donc on était reçu par le cabinet de Monsieur Montebourg. Donc effectivement, ils avaient identifié notre marque, donc au travers de la visite d'une élue que nous avons en Anglet, donc la sénatrice d'Anglet. Et effectivement, ils étaient assez étonnés de voir des petites entreprises qui essaient de développer des logiques globales de développement, et à ce titre nous avaient demandé si éventuellement nous étions intéressés pour participer aux événements qu'ils mènent maintenant depuis un an, qui sont des soirées thématiques qui s'appellent les objets d'une nouvelle France productive, nouvelle France industrielle, je crois, pardon. Donc auquel on a répondu favorablement, effectivement, et à cette occasion, donc je n'ai pas hésité à donner un t-shirt Notox, le même que celui-là pour Monsieur Montebourg, avec tout ce qu'il faut pour représenter la marque, t-shirt et flyer et sticker. Donc si vous le croisez sur une plage avec un t-shirt Notox, vous étonnez pas, il ne vous restera plus qu'à le convaincre d'acheter une planche. Ok, donc ça va faire bientôt 1 heure qu'on discute, on va sans doute s'arrêter là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser des commentaires sur la plateforme de WeSeed. Pierre ou l'équipe de WeSeed vous répondront avec plaisir. Bon, pour vous dire que vous êtes des ambassadeurs, si vous êtes intéressé pour investir, n'hésitez pas, j'espère que Pierre vous a convaincu. Si vous connaissez dans votre relation, si vous voulez mobiliser votre réseau, n'hésitez pas non plus. Donc cette visioconférence est enregistrée, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de WeSeed. On mettra sur le site les liens qui vont bien.
Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il reste encore 100 000 euros pour atteindre l'objectif. On pense y arriver. Ça serait bien que ça se soit fait dans un minimum de temps. Voilà, merci à tous et à toutes. Et puis à très bientôt pour nos talks et puis pour le prochain WeSeed Live. Merci. Au revoir. Merci à tous.